Le jour se lève à peine sur Clermont-Ferrand, mais le commissariat est déjà en état d'alerte. Allez, go! Gilet de protection, arme de poing, une opération risquée se prépare. À la tête des opérations, Stéphane, un pilier du groupe de voie publique. On va voir avec la BAC, ils ont leurs photos, tout. Par contre, qu'ils interviennent pas sans notre top, quoi. Ok? Une quinzaine de policiers sont mobilisés. Objectif, interpeller plusieurs suspects soupçonnés d'un vol à main armée. Maintenant, le copain chez qui on va, lui, c'est le plus dangereux. C'est lui qui a commis un vol à main armée, cagoule, flingue, un petit revolver noir. Pour surprendre les suspects au réveil, Stéphane s'apprête à enfoncer les portes. On part sur un mec cagoulé avec un flingue. On prend toutes les précautions utiles, on pète la porte, quoi. 6 heures, l'opération est lancée. Dans la ville encore endormie, les policiers s'approchent de leur cible. Donc, il est juste à droite, là. L'entrée qui est à droite. Stéphane est concentré. Ouais, celle-là, la fenêtre. Le face-à-face est imminent. Pour lui, c'est la fin d'une enquête riche en rebondissements. Une affaire d'agression presque banale qui s'est transformée au fil des jours en véritable film d'espionnage. Ici, première porte à gauche. Avant de se terminer en chasse à l'homme à travers toute la région. Je vais aller positionner. Je vais vous faire rentrer dans le vol, je vais positionner les deux derrière. Une traque exceptionnelle que nous avons suivie heure par heure au cœur de l'enquête. Vous ouvrez service de police, monsieur. Police! C'est la police! Cette affaire de braquage ne s'est pas déroulée dans une banlieue chaude, mais au cœur du Massif central à Clermont-Ferrand. Une ville d'ordinaire paisible, son taux de criminalité est parmi les plus bas du pays. Et pourtant, même ici, la tendance nationale se vérifie, l'usage des armes à feu se banalise. 4 fois plus d'attaques à main armée en 3 ans. Au commissariat, ce phénomène n'a pas échappé à Stéphane, ce brigadier chef de 36 ans. On part sur c'est le vol sous la menace d'une arme. Ouais. Et tu marques procès-verbal de renseignement. Ok. Ok? Ok, ça Je te remercie. Après 15 ans de service, Stéphane est arrivé il y a 2 ans au GVP, le groupe de voie publique de la sûreté départementale. Son quotidien, agression, viol ou homicide. Je préfère au départ, moi j'étais parti sur un dossier de violence. Et ces derniers mois, ce qui le préoccupe, c'est la multiplication des attaques à main armée. Allez, Bruno, il y a Pépé qui te cherchait. Dans les couloirs du commissariat, il est de plus en plus fréquent de croiser les victimes et les auteurs de ces agressions traumatisantes. Et après, il m'a posé la question, il me dit, je le tue ou pas? Et moi, je lui dis, mais non, on remplit le sac. Donc c'est lui qui avait l'arme alors? Non, c'est moi qui avais l'arme. Vous l'hébergez tout en sachant que quelqu'un l'accuse et vous me le dites, qu'elle a déposé plainte pour vol à main armée. Vous l'hébergez, vous savez ça monsieur, ça s'appelle recel de criminel. Est-ce que vous avez eu peur là quand il l'a menacé avec l'arme? Ça a été très traumatisant pendant à peu près un mois et demi, et après, petit à petit, ça s'estompe. Lorsqu'il hérite d'une affaire de violence avec arme, Stéphane en fait aussitôt une priorité. Ce jour-là, c'est justement une de ces enquêtes hors du commun qui va bouleverser son emploi du temps. Allez, parfait. Il est 9 h. Cette étudiante de 27 ans se présente au commissariat, visiblement traumatisée. Quelques heures plus tôt, un agresseur n'a pas hésité à pointer une arme sur elle en pleine rue. Madame, on va regarder ça ensemble. D'accord. Stéphane va immédiatement recueillir sa déposition. Comme toujours, dans ce genre d'affaires, la première audition est capitale. La mémoire de la victime est toute fraîche, le moindre indice peut lancer une première piste. L'entretien va durer 2 heures. Pierre, un collègue de Stéphane, va également y assister pour ne laisser passer aucun détail. Voici le récit de cette agression. Je suis sortie, j'allais pour prendre mon bus. Et j'étais en train de mettre mes écouteurs sur le téléphone. J'étais en train de mettre les écouteurs sur mon portable. Et puis je relève la tête et là en fait je me retrouve face à une personne. De type africain. Voilà, cagoulée. Et donc avec une arme qui me
temps dessus, voilà, et il essayait de me tirer, et donc moi j'ai eu peur, j'ai crié très fort, j'ai reculé, et il avait toujours son arme sur moi, et il insistait en me disant donne-moi ton sac, donne-moi ton sac, donne-moi ton sac. Et moi du coup, le sac, je lui ai lancé devant, il a pris le sac et il est parti. Bah, j'ai eu très peur parce que j'ai crié mais vraiment très fort. Parce que c'est le fait de me retrouver en fait face à lui comme ça là. Je m'attendais pas du tout. Donc, sur le coup, c'est vrai que j'étais assez choquée. Stéphane ne le sait pas encore, mais derrière ce qui ressemble à un banal vol de sac à main, il va découvrir une affaire beaucoup plus compliquée. Un véritable guet-apens qu'il n'aurait jamais soupçonné. D'emblée, cette affaire l'intrigue. Pourquoi utiliser une arme pour braquer une étudiante apparemment sans histoire? Pour tenter d'élucider ce mystère, les enquêteurs vont s'accrocher à un petit détail qu'ils ont noté au cours de cette première audition. Il semblerait, madame, qu'il vous aurait tenu fortement les bras. Non, il a voulu me tirer. Et vous a tiré par le bras? Oui, enfin il a essayé quoi. Ouais, mais il a essayé de vous tirer par le bras. Oui, par lequel? Celui-là là? Oui, ce bras-là. D'accord. Il pense qu'il peut faire un découvillage pour ADN. Eh bien, pas de souci. Il faudrait y aller de suite parce qu'il faut. Alors vous n'êtes pas lavé les mains, vous êtes non? Non. On tente le truc. Allez, vas-y. Selon la jeune femme, l'agresseur ne portait pas de gants. Les policiers se disent qu'il a peut-être laissé son empreinte ADN sur le bras de la victime. Il suffit de toucher quelqu'un pour laisser sur lui de minuscules fragments de peau ou de la sueur. Direction le laboratoire de la police scientifique. Bonjour. Donc c'est la dame qui a été victime de l'agression ce matin. Pierrot m'a dit que tu étais au courant. Et c'est Thierry, en blouse blanche, qui va se charger de ce travail minutieux. Et bah, asseyez-vous. Pour cela, cet expert scientifique utilise un petit coton-tige, légèrement humide. Alors, donc c'est le poignet droit? Oui. À quel endroit il vous a... Bah là, comme ça. En frottant, il va ramasser ces cellules microscopiques qui trahiront peut-être l'agresseur. C'est bien cette zone, hein? Oui. Uniquement? Oui. Et que ce poignet-là? Oui, c'était le bras où j'avais mon sac en fait. Ça, c'est un type de prélèvement qui n'est pas très courant. On fait plus des prélèvements sur des traces de sang ou même des empreintes papillaires parfois. Mais directement sur la peau, c'est plus rare. En général, Thierry travaille sur du sang ou de la salive, mais cette fois l'affaire est grave. Une attaque à main armée est un crime. Son auteur risque jusqu'à 10 ans de prison, alors la moindre piste est exploitée. Ok, donc vous allez mettre ce préleveur applicateur sous la langue et bien l'imprégner de salive pendant une trentaine de secondes. Thierry doit aussi prendre l'ADN de la victime, afin de distinguer l'empreinte génétique de l'agresseur de celle de la jeune femme. C'est pour pouvoir faire votre profil ADN et le comparer avec le prélèvement et discriminer. Les deux échantillons partent en urgence au laboratoire de la police scientifique. Si par chance, l'ADN du braqueur y est découvert, les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines. Mais les policiers le savent, il y a un endroit où ils ont tout de suite un maximum de chances de récolter des preuves, la scène de crime. Une enquête commence toujours par un examen minutieux de cet endroit clé où les enquêteurs en apprennent souvent beaucoup sur l'auteur des faits, grâce à des indices laissés sur place ou des témoignages souvent décisifs. Stéphane a donc envoyé en urgence 2 collègues inspecter cette scène de crime. Et ce qu'ils vont y découvrir va se révéler capital pour la suite de cette enquête qui intrigue toute la brigade. Parce que ça paraissait bizarre qu'on agresse une femme, une mamie, parce qu'elle a son sac à main, qu'elle peut avoir de l'argent dedans, mais agresser une fille de 20 ans, c'est très bien qu'on ne va pas trouver de l'argent dedans. Je pense que les premiers s'installer. Pour y voir plus clair, Pierre et son collègue Lionel vont passer au peigne fin le lieu de l'agression. Leur travail commence devant l'immeuble de la victime. Ouais, c'est Pierre. Il y a une grande cour. Elle venait d'où, elle? Mais difficile pour eux de retrouver l'endroit précis de l'agression. Au téléphone, Stéphane se replonge dans l'audition de la victime et guide Pierre à distance. C'est ça. Et c'est arrivé à hauteur du Porsche que le mec était dans le Porsche.
Il n'était pas planqué dans les buissons, là, non, il était dans le porche. Ok. Sous le porche de l'immeuble, c'est donc bien là que l'agression aurait eu lieu. Ouais, ça fait un peu... Mais aux alentours, rien de visible, ou plutôt presque rien. Ouais, effectivement. Ça s'est passé là alors. Ah ouais, parce que j'ai un capuchon d'écouteur par terre. Ouais. Bon, mais je vois où ça s'est passé, c'est parfait. Ok. Un capuchon d'écouteur arraché dans la bagarre. Autant dire pas grand-chose. Mais Thierry, le technicien scientifique, veut tout tenter. Il en a fini avec la prise d'ADN et vient d'arriver sur place. Alors si tu veux, on va faire le parcours de la victime. Et après, on fera des vues générales. Ça s'est passé exactement là, parce que si tu veux, elle est sortie de là-bas, elle est descendue à pied. Et arrivée ici, il y avait un mec qui l'attendait à l'entrée du porche. Donc je pense que ça devait être ou là, hein, peu importe. Et qui l'a agressé donc, avec lui mettant un pétard sur la tête, hein, et qui a essayé de lui arracher le sac. Et elle avait ses écouteurs, elle avait mis ses écouteurs pour écouter la musique. Et ça s'est passé là, parce qu'il y a un capuchon d'écouteurs là. D'accord. Il t'intéresse le capuchon là? Ben, on va le prendre en photo pour localiser, quoi. Pour Thierry, l'analyse de la scène de crime suit un protocole bien précis. D'abord, poser une marque au sol à l'endroit exact de l'agression, puis multiplier les prises de vue. Une étape indispensable pour vérifier la version de la victime et celle que livrera l'agresseur s'il est interpellé. Enfin, à l'aide d'une pince stérile, il peut ramasser le capuchon d'écouteur que le braqueur a peut-être touché, mais encore une fois, l'ADN, s'il y en a, ne livrera pas ses secrets avant des semaines. Tiens, je te le fais, Pierre? Ouais. Rien de probant sur la scène de crime. Alors comme toujours, lorsque les indices matériels sont plutôt maigres, les enquêteurs vont se concentrer sur le mobile de l'agression. Pourquoi donc un jeune homme armé s'en est-il pris à une étudiante? Qu'y avait-il de si précieux dans son sac à main? Pour le savoir, une seule solution: approfondir l'audition de la victime en ne négligeant aucune question, même celles qui peuvent paraître les plus surprenantes. Au commissariat, Stéphane a donc repris l'entretien avec la jeune femme. Et il va se concentrer sur ce qui l'intrigue le plus, le contenu de son sac à main. Dans le sac à main, en fait, vous aviez quoi? J'avais de l'espèce. Donc 80 €. Oui. Des petites pièces de monnaie. J'avais ma carte bleue, mon chéquier. Pas vraiment de quoi inciter un agresseur à risquer 10 ans de prison. Mais l'homme pensait peut-être trouver plus d'argent dans le sac à main. Stéphane le sait, ce sont parfois les prostituées qui sont agressées avec cette violence. Elles ont souvent sur elles de grosses sommes en liquide. La jeune femme arrondirait-elle ses fins de mois en faisant des passes? La question est délicate. Stéphane va devoir mettre les formes. Si moi je vous pose des questions ou quoi que ce soit, c'est pour qu'on soit en fait dans un climat de confiance et pour essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants pour expliquer en fait cette agression. Vous faites quelle profession? Vous faites pas? Vous avez travaillé dans un salon? Vous avez fait quelque chose ou pas? Jusqu'à présent que vous êtes travailleur social. Enfin, là, j'ai fait une formation pour être travailleur social. Sur Clermont-Ferrand, vous n'avez pas travaillé dans des salons ou quoi que ce soit? Comme ça, non, jamais. C'est pas vous faire offense en vous disant qu'il y a des personnes que vous savez de type africain, etc., qui ont des salons, qui font de la prostitution ou qui font des massages, etc. Et je veux dire, ce genre de personnes sont victimes souvent d'agressions parce qu'elles ont beaucoup d'argent liquide. Donc c'est pour savoir si justement si on pouvait s'orienter vers ce type d'agression ou si on peut exclure totalement cela. Il n'y a pas de truc comme ça. Oui, non, mais c'est sûr. Je vous fais confiance. Hein. La jeune femme dément formellement se livrer à la prostitution. Et elle ne se connaît pas d'ennemi. Elle évoque juste un ancien petit ami, un jeune homme antillais comme elle, qu'elle vient de quitter et qui se serait parfois montré brutal. C'est pareil parce qu'il était violent, quoi, pour être sincère. Et donc lui, il a cherché à revenir. Depuis leur séparation, le jeune homme la harcèlerait par SMS. Le dernier message date d'il y a seulement 2 jours. J'avais ce message où c'est marqué « Je te le ferai payer ». C'est quand même des messages assez menaçants.
Là, on va reprendre l'historique du message, là, parce que c'est un petit peu particulier, effectivement. Stéphane veut en savoir plus sur ce jeune homme. La victime lui apprend qu'il habite dans le même immeuble qu'elle depuis leur séparation. Il serait hébergé chez des amis. Et au détour de la conversation, elle évoque un détail troublant. À 7h ce matin, juste après son agression, elle l'aurait croisé dans la rue. Il lui aurait expliqué qu'il venait de retirer de l'argent à la poste. J'ai vu mon ex, monsieur, avec qui je suis séparé depuis 3 semaines et avec qui j'ai eu une relation de 10 mois. Il m'a dit qu'il était allé retirer de l'argent à la poste, etc. La jeune femme a été surprise par cette rencontre. Elle le sait, d'ordinaire, le jeune homme n'est pas si matinal. Mais elle est catégorique. Cet ancien petit ami n'est pas l'agresseur, sinon elle l'aurait reconnu. La voix ne disait rien. Et quand il me parlait et que je le regardais, je pense que ça me disait rien, quoi. Tenez, je vous le laisse. En fin d'audition, Stéphane se dit que ce petit ami n'a peut-être rien à voir dans l'histoire. En tout cas, pas de quoi faire de lui un suspect pour l'instant. Pas d'agresseur potentiel clairement identifié, peu d'indices matériels exploitables. Il reste un dernier fil à tirer pour tenter d'éclaircir cette affaire. Espérer retrouver un témoin sur la scène de crime. Alors Lionel et Pierre vont ratisser le quartier pendant des heures. Vous habitez dans l'immeuble, là? Vous êtes au courant que ce matin, il y a eu une personne qui s'est fait agresser? J'ai rien entendu, j'ai même pas su ce qui s'est passé. Vous habitez Vous habitez là? Oui. D'accord. On est des services de police, là, parce que ce matin, il y a eu une agression. Je ne sais pas si vous avez... Mais non, ma femme vient de me l'apprendre tout à l'heure, mais on n'a rien entendu. Du côté de Pierre, pas de résultat. Lionel, lui, décide de pousser ses recherches un peu plus loin dans le quartier. Et il va faire une rencontre très utile. Cette voisine a remarqué ce matin un drôle de manège près de l'immeuble de la victime. Quand je suis allée chercher mon pain, ce matin, entre 7h moins de quart et 7h, par là, je peux pas vous dire exact. Hein. Donc il y avait 2 blacks. Deux. Vous êtes sûr? Alors oui, j'en suis sûre parce que à cette heure-là, j'ai un peu peur et j'avais mon porte-monnaie à la main et si vous voulez, je suis toujours méfiante. D'accord. Donc il y en a un qui était après le transformateur, là. Et regardez donc en direction de... Et il parlait à l'autre black qui était appuyé au mur du porche. Dans le porche. Voilà. Et ce témoin a reconnu l'un des 2 hommes. Un jeune qui traînerait régulièrement dans le quartier. On en a peur, je sais pas pourquoi, mais bon oui, c'est pas que moi, c'est un peu tout le quartier, il nous inspire pas confiance. Il a les cheveux qui pendent un peu là. D'accord. Hein, mais lui, je le reconnaîtrais. Vous voyez le reconnaître, lui. Mais l'autre, de loin, il est très maigre, l'autre. La description physique est approximative, mais c'est un début de piste. Bonne journée, merci. Au revoir. Car la voisine s'est montrée très précise sur l'endroit où les 2 individus étaient postés. Le deuxième individu était au niveau du transformateur, là, appuyé sur le grillage, et il parlait à l'auteur des faits qui se trouvait sous le porche. Nous progressons. Il n'y aurait plus un, mais 2 suspects dans cette affaire. L'individu armé, mais aussi un deuxième homme qui a peut-être joué un rôle dans l'agression. Une découverte décisive pour enfin lancer l'enquête. Au commissariat, Stéphane va apprendre en direct qu'un deuxième homme est peut-être impliqué dans l'affaire. Et ça va faire tilt dans son esprit. C'est 2 blacks. Voilà, 2 blacks. 2 blacks qui parlent ensemble. Un dans sa rue, rue et un autre planqué sous le porche. Celui qui est dans la rue, elle le connaît de vue, mais l'autre, elle ne le connaît pas du tout. Stéphane repense immédiatement à ce qu'il a appris pendant l'audition de la victime, cet ancien petit ami qu'elle croise juste après son agression, et à une heure un peu trop matinale pour lui. Lui dit, je viens de retirer de l'argent à la poste, je reviens, moi j'y suis pour rien. Puisqu'il n'est pas l'agresseur, l'ancien petit ami serait-il le deuxième homme? Comme ils connaissent son nom, les enquêteurs veulent savoir à qui ils ont affaire. Alors ils consultent le STIC, le fichier de la police qui recense toutes les personnes déjà mises en cause par le passé. J'ai pas trouvé de STIC. Concernant...
L'homme n'a pas d'antécédents. Mais dans un autre fichier, celui des mains courantes, les enquêteurs découvrent que la police est déjà intervenue à son domicile il y a quelques mois. Une dispute avait éclaté entre la victime et le jeune homme. Aucune plainte déposée à l'époque, l'affaire a été classée. Mais Stéphane et ses collègues y trouvent l'âge du suspect, 27 ans, et surtout sa photo. Oula. Le problème, c'est que pour l'instant, ils n'ont aucune preuve tangible pour le mettre en cause. Là, si tu vas le chercher par la déclaration d'une dame, t'as Nib, quoi. T'as Nib. L'autre, il va la jouer, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu peux lui opposer? Rien. Comme c'est leur seule piste, les enquêteurs vont s'y accrocher. Où était-il précisément au moment de l'agression? Et avec qui? Pour le savoir, les policiers disposent d'alliés redoutables, les téléphones portables. En décortiquant les relevés de communication, ils peuvent en effet retracer l'emploi du temps exact de n'importe qui en France. Mais c'est un travail de fourmi long et fastidieux. Alors avant de s'y lancer, Stéphane tient à vérifier un dernier détail. Le policier garde en mémoire l'audition de la victime et un détail le chiffonne. Quelques minutes après son agression, la jeune étudiante aurait croisé son ancien petit ami. Il lui aurait affirmé qu'il venait de retirer de l'argent à la poste à 7 h du matin. Stéphane s'empresse donc d'aller vérifier cet alibi. En temps normal, il devrait envoyer une réquisition à la banque, mais la procédure prend plusieurs jours. Bonjour. Pour gagner du temps, l'enquêteur tente sa chance directement au guichet. C'est les services de police. Je voudrais avoir un petit renseignement. Avant que je fasse une réquisition bancaire, en fait, il y a eu un vol ce matin avec la menace d'une arme à proximité. On a un suspect qui, comme alibi, nous déclare qu'il a retiré de l'argent à 7 h du matin, ici, sur son compte. À 7 h du matin? Oui. Sur son compte. Il faut voir avec le guichetière. Oui, parce que c'est elle qui s'occupe de l'argent. Ouais, mais c'est... Bon. Première tentative, premier échec. Stéphane, qui court après un malfaiteur armé, se retrouve à faire la queue, comme tout le monde. Et au deuxième guichet, ça coince encore. Il dit qu'il a retiré de l'argent ici. Ben oui, mais qu'est-ce que je peux Donc faire? c'était savoir s'il était possible chez vous de vérifier comme quoi il a... Il faut mes chefs. Moi, de moi-même, je ne vais pas pouvoir faire quoi que ce soit. Ouais. Si bah, chef, aussi... j'ai pas de chef là. D'accord. Je peux vous appeler un chef qui peut venir, appeler monsieur. Et on est mercredi, je suis pas sûre que je puisse savoir. Il y a Nadine qui a le retour. Ouais. Je vais l'appeler, mais je passerai vraiment. Après, si c'est savoir s'il faut que je fasse une réquisition, je ferai la réquisition, c'est pas un problème. Mais c'est juste savoir si c'était possible. Laissez-moi finir avec la dame, je suis à vous. Ouais. J'ai pas tout compris. Stéphane garde son calme et attend patiemment que la cliente soit servie. 10 minutes plus tard, l'un des chefs de la banque est finalement joint par téléphone. Oui, bonjour. Pour la 3e fois, l'enquêteur doit raconter son histoire. Et conclusion. Je rappellerai demain. Ok. Je vous remercie. Bonne soirée, au revoir. L'enquêteur devra finalement envoyer une réquisition et attendre le lendemain matin avant de savoir si l'alibi de son suspect tient vraiment la route. Le lendemain, en fin de matinée, un collègue de Stéphane reçoit enfin le coup de téléphone tant attendu de la banque. Ce compte chez vous, il s'agit d'un livret A en fait, hein, c'est ça? Et pour Stéphane, la journée commence bien. Et donc vous n'avez rien qui, par rapport à ce numéro de carte, confirme qu'il y ait eu des mouvements sur la tranche horaire qui nous intéresse. Bon bah écoutez, voilà, moi je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on voulait savoir, de toute façon après... L'ancien petit ami a donc menti sur son alibi. Il devient officiellement le suspect numéro 1. À ce stade de l'enquête, un scénario se dessine dans la tête des policiers. T'imagines le gars, déjà il se sépare avec sa copine, quoi. Il se barre. L'autre, elle lui dit bah, tu reviens pas. Parce que ça fait 10 mois que c'est Dallas. Il y a 2 mois avant, il lui a mis sur la tête. Il y a eu des violences aggravées. L'autre, depuis 3 semaines, il l'harcèle au téléphone jour et nuit. Et là, il va aller commanditer quand même une agression d'un mec avec cagoule et un pistolet à la main.
Là, il est vraiment tordu dans sa tête. Mais si l'ancien petit ami a commandité l'agression, qui est donc l'agresseur? Pour les policiers, il est temps de s'intéresser de près au téléphone portable du suspect. Et dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, l'examen des communications téléphoniques va se révéler très instructif. Grâce à la victime, Stéphane connaît le numéro de l'ancien petit ami. Il suffit de le rentrer dans ce logiciel pour obtenir le nom de son opérateur. Et à ce moment-là, on voit que l'opérateur s'est laissé faire. Ensuite, Stéphane adresse une réquisition à l'opérateur, ce qui oblige la société à fournir aux policiers la facturation détaillée du client, les fameuses fadettes, la liste de tous les appels sortants et entrants sur ce numéro. Bon, donc, ça y est, SFR m'a répondu. 2 heures plus tard, Stéphane reçoit une dizaine de feuilles à éplucher. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? L'enquêteur va les scruter à la loupe et immédiatement, il remarque un premier numéro qu'il connaît. Ça, c'est le numéro de la fille? C'est son numéro, elle? Ouais, c'est son numéro de fixe. Oh là, il appelle à 19h, là, à 5h, minuit. Donc c'est bien lui qui l'appelle à 5h, à 6h du matin, le 19. C'est réglé. Donc il arrête pas de... C'est bien lui qui déjà appelle sans arrêt, qui l'embête. L'ancien petit ami harcèle la victime. Pas vraiment une surprise. Mais un peu plus loin, un autre numéro attire l'attention du policier. 86 57. Et si? Il y en a des appels enseignants. Et si? Il faut absolument savoir à qui il appartient ce numéro. Un numéro qui se termine par 8657 revient très souvent dans les jours précédant l'agression. Toujours grâce à l'opérateur, Stéphane obtient la facturation détaillée de ce correspondant. On va pouvoir travailler. Et surprise, le jour des faits, il reçoit un SMS à 6h45, un quart d'heure seulement, avant le vol à main armée. À 6h45, il reçoit un texto, comme si quelqu'un l'avertit. Non, l'avertit, tiens, elle arrive. Grâce aux fadettes, Stéphane va savoir où ce correspondant se trouvait à cet instant précis. Car ce précieux document indique aussi l'emplacement des antennes relais qui transmettent les appels. L'information se trouve en dernière page. Stéphane localise la borne qui a transmis ce SMS. Et là encore, la piste s'avère sérieuse. Ça déclenche Allée des Dômes, donc en bas de l'avenue Léon Blum. Donc ça peut être bon au moment des faits. Ce mystérieux correspondant a reçu ce fameux SMS à moins de 500 mètres de l'agression, alors que sa facturation détaillée indique qu'il n'habite pas du tout le quartier. Quand on va lui poser la question où il se trouvait à cette heure-ci, s'il nous dit qu'il se trouvait chez lui, nous on a la preuve que non. Après seulement 48 heures d'enquête, Stéphane tient un deuxième suspect. Et cette fois, c'est peut-être l'agresseur lui-même. Grâce à l'opérateur, l'enquêteur a son nom et son âge. Il n'a que 17 ans. Wow. Il est mineur, 95. Donc il va falloir qu'on travaille sur cette personne pour voir si éventuellement ça pourrait pas être notre agresseur. Ce mineur, Stéphane va demander à l'un de ses collègues de vérifier dans les fichiers de la police s'il a déjà fait parler de lui. Donc on n'a rien du tout au stick pour le tank-auteur. Rien dans le stick, cela signifie pas de photo. Dans ces cas-là, les policiers utilisent une petite astuce, appelée la CAF, la Caisse d'allocation familiale, une mine de renseignements. Bonjour madame, monsieur commissaire de police de Clermont. Je me permets de vous appeler, j'ai besoin d'un petit renseignement concernant une personne. Et très vite, la CAF va faire progresser l'enquête. Interne, vous me dites, au lycée. Et interne au lycée à Anvers. Et ça date depuis quand? Sur l'année scolaire 2011-2012, après le certificat de scolarité. On va l'appeler le lycée. Le suspect est scolarisé. Un autre policier du service est déjà en train de composer le numéro de son établissement. Je voulais savoir déjà si le 20 juin, il était bien présent dans l'établissement.
Oui, il est interne ce jeune garçon chez vous. Hein. Donc le 20 juin, il n'y est pas. Le lycéen a séché les cours le jour des faits. Encore un indice troublant. Stéphane pense déjà aux interpellations. Pour ça, il a besoin de connaître son visage. Est-ce que vous avez une fiche signalétique, on va dire, état civil de tous les élèves de votre établissement? Vous avez ça avec une photo de ce jeune homme? Vous pouvez me l'envoyer au plus vite au commissariat de Clermont-Ferrand, je vous donne un fax. Le temps d'un fax, Stéphane reçoit le dossier scolaire du complice présumé et sa photo. Yes. Le lycéen va devoir s'expliquer sur son emploi du temps de la veille. Mais est-il vraiment l'auteur de cette attaque à main armée? Une personne est peut-être capable de l'affirmer, la voisine, qui a aperçu 2 hommes quelques minutes avant l'agression. Le lendemain matin... Pas trop être visible quand même par l'entourage. Tu m'attends là de toute façon? Retour dans le quartier de la victime. Stéphane va présenter aux témoins la photo du lycéen. Pour ne pas attirer l'attention et compromettre l'enquête, nous le suivons en caméra cachée. Je vais vous montrer juste une photo vite fait si jamais ça vous dit quelque chose ou pas. Oui, un semblant, oui, de la tête. Ouais. Oui. Alors bon, ça c'était la photo qui était un petit peu plus vieille, donc au niveau cool, ouais, il fait 1m85. Oui, c'est une coupe de cheveux comme ça. La coupe de cheveux, c'est sûr. La coupe de cheveux, c'est ça en fait. Oui. Des cheveux un peu longs, plaqués, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Cheveux longs, plaqués, impeccable. Le signalement correspond. Le jeune lycéen pourrait donc être l'agresseur armé. Les 2 suspects sont-ils impliqués? Stéphane n'a pas de preuves irréfutables, mais suffisamment d'éléments pour aller leur poser la question. On est tout bon? Demain matin, on pète les portes. L'opération aura lieu demain à l'aube. Stéphane pense avoir bouclé son affaire après seulement quelques jours d'enquête. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'affaire est loin d'être terminée. Les 2 suspects vont lui donner du fil à retordre et l'obliger à déployer des moyens rarement utilisés par la police. Le lendemain matin, un peu avant 6 heures, l'unité de Stéphane est sur les dents. Donc là, je vais vous faire passer les photos. L'enquêteur a fait appel au gros bras de la section d'intervention, spécialisée dans les interpellations musclées. Il a aussi obtenu le renfort de la BAC, la brigade anticriminalité. Il y a 2 personnes, sachant que le premier objectif, de toute manière, c'est le plus dangereux. C'est lui qui a commis un vol à main armée, cagoule, flingue, un petit revolver noir. Pour investir l'appartement, donc ça fait vous 3 et nous 3. Les 2 interpellations seront simultanées. Alors Stéphane forme 2 équipes. Il s'est réservé le plus gros morceau, celui qu'il considère comme le plus dangereux, l'agresseur présumé. On prend toutes les précautions utiles, on pète la porte quoi. Dans la voiture, la tension monte. Le suspect que Stéphane s'apprête à interpeller n'a que 17 ans, mais il a utilisé une arme à feu. Déjà sur une intervention banale, il y a toujours l'imprévu et ça peut vite dégénérer. Alors quand on va sur quelqu'un d'armé et cagoulé, automatiquement il y a des risques. Pour limiter les risques, Stéphane compte beaucoup sur l'effet de surprise. Donc il est juste à droite, l'entrée qui est à droite. Alors arrivé au pied de l'immeuble, la consigne, c'est silence pour tout le monde. Ici, première porte à gauche. Donc, je vais aller positionner. Je vais vous faire rentrer dans le hall, je vais positionner les 2 derrière. Stéphane installe son dispositif. Une première colonne entre dans l'immeuble. Je vais positionner les 2 derrière. Et 2 hommes de la section d'intervention le contournent pour surveiller les fenêtres du rez-de-chaussée. Alors, normalement, ça commence celle-là. Celle-là, ouais, le torchon entrouvert et l'autre à droite. Les 3 là. D'accord? Le piège est en place, comme prévu. Et pourtant... on est parti. L'intervention a commencé sans Stéphane, qui se précipite à l'intérieur de l'immeuble.
À l'intérieur, les policiers ont trouvé la porte d'entrée entrouverte. Ils ont cru détecter du mouvement et ont lancé l'opération. Lorsque Stéphane arrive, un jeune homme est menotté sur son lit, mais il ne ressemble pas vraiment à la photo. Une pièce d'identité, c'est bon? C'est en réalité le grand frère du lycéen recherché. Ton frère, il est où? Je n'ai aucune idée. Je sais qu'il est sorti hier. Je sais pas. Mauvaise surprise, l'agresseur présumé n'a pas dormi là. T'as aucune idée? Non. Ouais, c'est peut-être toi qui est un petit peu responsable de lui, là. Il a même pas 17 ans, là. T'as aucune idée où c'est qu'il peut dormir, là? Non. Enfin, normalement, il dort ici. Bon, on va faire une perquise, là. Après s'être habillé, le grand frère indique la chambre du jeune suspect. Donc là, c'est sa chambre, là? Un vrai capharnaüm. Hervé, tu me files les gants, s'il te plaît? J'aurais bien attaqué sans, mais ça va être un peu chaud, là. La fouille commence. Stéphane aimerait trouver des preuves matérielles, une arme ou une cagoule. Alors les policiers inspectent minutieusement la pièce. Et dans un tiroir de cette commode, au milieu des vêtements, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Stéphane vient de trouver ce qu'il cherche. Ça a été revolver. Il y a ça, il y a ça. Ah, c'est pas mal, ça. On met ça de côté. Hervé? 2 armes. L'une est un jouet, l'autre est bien réelle. C'est quoi ça à l'origine, là? Je sais pas. C'est pas une factice, c'est une 4e catégorie, pistolet automatique. Un pistolet automatique, peut-être celui qui a servi à l'agression. Mais son propriétaire est introuvable. Alors Stéphane va faire comprendre à son grand frère qu'il a intérêt à coopérer. Il a agressé quelqu'un avec un pétard à la main. Il va falloir que tu nous aides à le retrouver rapidement. Donc là, si tu préfères, on n'est plus dans la cour des petits, hein. Pendant que le frère du lycéen est conduit au commissariat, l'autre intervention se prépare dans l'immeuble du commanditaire présumé de l'agression, l'ancien petit ami de la victime. Ouvrez, service de police, monsieur. Bonjour. C'est ma meuf. T'es tout seul? Oui, non, j'ai avec ma copine. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Là encore, les policiers n'ont pas eu besoin d'enfoncer la porte. Vous êtes chez vous? Ce jeune homme qui héberge le suspect leur a ouvert. Et qui ici chez toi? Ma copine. Vas-y, rentre. Mauvaise nouvelle, l'ex-petit ami de la victime n'est pas là, lui non plus. Je sais pas. Depuis quand il est plus là? Depuis quand il est plus là? Depuis, attends, bébé, c'est On est arrivé quand? Parce qu'il était seul dans votre appartement, vous n'étiez pas là, c'est ça? On m'a dit qu'on l'a vu avec des filles, des gars, je sais pas. Depuis quand il est plus ici? Depuis quand, bébé? On est arrivé quand? On est arrivé lundi. Mais depuis lundi, on l'appelle, on essaie de le joindre, il ne répond pas. D'accord. Et moi, je l'ai rappelé, il m'a raccrochonné. Plus de contact avec lui. Il m'a raccrochonné, plus de contact, plus rien, je sais pas. Ça s'annonce mal pour les enquêteurs. Leur suspect n'a pas donné signe de vie depuis une semaine. Vous dormez où quand il était ici? Je sais, on ne sait pas. Est-ce qu'il a laissé des choses ici? Un sac d'affaires, quelque chose? Un sac. Alors ils vont tenter de trouver une preuve qui le rattache à l'agression. Il dormait dans la chambre derrière, là? Il a des affaires dans cette chambre-là. D'accord. Comme la carte bancaire de la victime. Dans l'appartement, le suspect a laissé quelques vêtements, mais rapidement, les enquêteurs se rendent à l'évidence. Et rien du tout avec des fringues. Pour les policiers, cet ami qui hébergeait le suspect est la seule piste à explorer. Il se souvient peut-être d'un détail qui fera avancer l'enquête. On va vous entendre sur ce que vous avez vécu avec lui, sur ce que vous avez à nous dire sur lui, d'accord? T'inquiète pas, je reviens. Non, mais c'est... Ouais, c'est juste une audition. Le jeune homme est lui aussi conduit au commissariat. À l'issue de ces opérations, le coup est rude pour Stéphane et ses collègues. Aucun suspect interpellé. Dans une telle situation, les policiers le savent. C'est une course contre la montre qui s'engage. Il faut à tout prix éviter que les auteurs présumés des faits ne s'évanouissent dans la nature. Pour les retrouver au plus vite, les enquêteurs disposent de moyens exceptionnels, techniques de géolocalisation très sophistiquées et mobilisation générale. Ce qui a commencé par un banal vol de sac à main
va se transformer en chasse à l'homme de grande envergure à travers toute la région. Au commissariat, le temps presse. Les deux hommes réveillés ce matin en sursaut se retrouvent côte à côte. Ils n'ont a priori rien à voir dans cette affaire, mais ils connaissent peut-être un détail qui permettra aux enquêteurs de retrouver les suspects en fuite. Et la piste la plus sérieuse, c'est sans doute le grand frère du lycéen, l'agresseur présumé. Il a intérêt à aider Stéphane, qui vient de trouver une arme à son domicile. On ne te veut pas de soucis, on veut te sortir du truc, mais bon, ouais, il faut qu'on rende ton frère. Donc il faut qu'on sache où il est. Et pour le savoir, le jeune homme va devoir tendre un piège à son petit frère. Bah, essaye de l'appeler là déjà, essaye de l'appeler, mais par contre moi je te fais confiance. Tu l'appelles, tu fais soft, moi je suis pas là, tu nous as jamais vus. Ok. D'accord? Donc je compte sur toi, tu l'appelles, il sent pas la patate, et tu essayes de sonder un petit peu où il est tranquillos, et tu essayes de lui donner un rendez-vous, s'il faut à l'appart. Tu lui dis, quand c'est que tu penses rentrer, fin de matinée, hop. Tu essayes de voir avec lui, là, tu mets un coup de speed. Le grand frère hésite, puis accepte. Il répond pas, là? Messagerie déjà. Messagerie, raté. Le suspect a éteint son portable. Dans le bureau d'à côté, en revanche, l'enquête progresse. Toi, tu le connais depuis quand Je le connais depuis l'année dernière. Un collègue de Stéphane cuisine le jeune homme qui hébergeait l'ancien petit ami de la victime, le commanditaire présumé. Et au détour de la conversation, il livre une information essentielle. Le suspect de 27 ans aurait de la famille dans la région. Tu sais, c'est une petite copine en ce moment. Je sais pas. Toi, À mon avis, je pense qu'il reste toujours avec son ex. Ah bon, son ex? Son ex, je connais pas le nom en fait. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. C'est ma copine plutôt qui doit connaître parce qu'elle a plus parlé avec elle. Ouais. Mais je pense que c'est ça le nom. Elle habite où, elle, tu sais? Vichy, qu'elle a la Vichy, c'était Ah ouais. là-bas. D'accord. Ouais, sur Vichy, d'accord. L'individu aurait une ex-femme à Vichy, à 70 km de Clermont-Ferrand. Stéphane est immédiatement prévenu. Son ex-petit ami, il a un enfant ou pas? Oui, il a un enfant. Avec qui? Avec. Elle habite où, elle? À Vichy. Elle habite à Vichy? Oui. Sûr? Bien sûr, pour ça, sûr. Il m'a toujours dit qu'elle habite à Vichy. Oui. Il y va de temps en temps ou pas, là-bas? Pour ça, je sais pas, je suis allé là-bas qu'une fois et moi je connais pas Vichy. Si Stéphane s'intéresse autant à l'ex-femme, c'est parce qu'il a déjà vu ce prénom quelque part, sur la facturation détaillée du commanditaire présumé. Il apparaît sur cette liste de communication juste à côté de son adresse. Et visiblement, ils ont récemment été en contact. Donc on peut voir que la veille des faits, le 19 juin, ils sont rentrés en communication à 22h30. Donc ça veut dire qu'ils continuent à se fréquenter. On ira voir si éventuellement ils sont sur place. Tu restes avec You, moi je pars avec Denis? Oui, n'importe. Sans perdre une seconde, Stéphane organise une descente de police à Vichy. Mais avant de partir, il prend une petite précaution. Par contre, quand mon collègue il aura terminé avec vous, il faut pas qu'il soit prévenu. Hein. On se met bien d'accord. Hein. De toute façon, moi il me fait peur. Il sent toujours, enfin, il m'a dit que ça me sous. Vous êtes la bonne patte, quoi. C'est ça? Ouais, c'est sûr. Ok. Après 2 interpellations manquées, c'est peut-être la dernière chance pour Stéphane de mettre la main sur les fuyards. Toujours escorté par une patrouille de la BAC, la brigade anticriminalité, il avale en moins d'1 heure les 70 km qui le séparent de Vichy. Ouais. Sur place, il espère surprendre le jeune homme chez son ex-femme.
Non mais restez là, on va aller voir comme ça, tranquille. Même si l'individu est soupçonné d'avoir commandité une agression à main armée, Stéphane veut y aller en douceur. Dans cette maison, l'ex-femme vit avec un enfant. Bonjour monsieur, service de police. Vous connaissez pas? Si. Elle est domiciliée ici? Oui. On peut la voir? Elle n'est pas là, non. Elle est à Clermont. Elle est à Clermont? D'accord. Elle travaille à Clermont? Non, non, elle est partie faire les soldes. L'ex-femme est sortie faire des courses. Stéphane tombe sur son nouveau compagnon. En fait, on recherche son ex-petit ami. Il n'est pas chez vous en ce moment, c'est sûr. Si on fait une visite domiciliaire, on va pas le trouver. Ah bah il n'est pas là, non? C'est certain. Ah, ah oui, vous pouvez y aller, ça me dérange pas. Ah, ce qui serait bien, c'est éviter de demander d'en parler à votre femme, de votre compagne. Parce que bon, si elle le prévient qu'on le recherche... D'accord. Bon, ben, je vous remercie, monsieur. Merci. Bonne fin de journée. Encore raté. Stéphane commence à perdre patience. Chou blanc, chou blanc. Et désormais, les deux individus se savent sans doute recherchés. Ouais, mais bon, t'as beau dire aux gens, ouais, vous dites rien, ils en ont rien à foutre. Hein. Tu sais, la police, il n'y en a pas beaucoup qui collaborent avec la police. Hein. Ça reste un pote à lui ou, je veux dire, une connaissance par rapport à sa femme. Donc c'est mort. Hein. Il va l'avertir. Donc maintenant, à part la géoloc, le reste... La géoloc pour géolocalisation. Lorsqu'ils sont dans l'urgence, qu'ils doivent à tout prix retrouver des individus dangereux, les policiers peuvent utiliser en dernier recours un petit bijou technologique digne des films d'espionnage. Un gadget particulièrement adapté aux chasses à l'homme. Une heure plus tard, retour à Clermont-Ferrand. Bon les gars, c'est bon, géoloc. Stéphane et ses collègues vont suivre à la trace les portables des suspects, une technique de pointe dont leur commissariat s'est équipé. Oui, oui, 50. Oui, c'est ça. Très bien, laisse-moi ça. C'est utilisé essentiellement pour les disparitions inquiétantes et puis pour les affaires un peu sensibles, oui. C'est exceptionnel, ça reste exceptionnel quand même. Première étape, prévenir par réquisition les opérateurs téléphoniques des deux fuyards. Ensuite, c'est un prestataire spécialisé qui leur fournit le moyen de localiser avec précision n'importe quel téléphone en France. Oui, bonjour madame, monsieur, c'est le commissariat de Clermont-Ferrand. J'aurais besoin de mettre en œuvre une géolocalisation sur Bouygues pour un numéro, donc. Très bien. Je vous remercie. Merci, au revoir. C'est bon, c'est nickel. Les enquêteurs n'ont plus qu'à se connecter à ce logiciel. Ils entrent le nom du titulaire de la ligne, ainsi que le numéro qui les intéresse. Un simple clic sur « Ajouter » suffit pour déterminer la position géographique du portable. Mobile coupé. Sauf que parfois, ça coince. À 16h11, le mobile il est coupé, c'est ça? Raté pour l'agresseur présumé. Le portable du lycéen est éteint, et donc indétectable. Il y en a qui ressort, mais c'est pas bon. Deuxième tentative, sur celui du deuxième suspect, l'ex-petit ami de l'étudiante agressée. Et cette fois... Il est boulevard Maurice Pourchon. Maurice Pourchon, 18-4. Et précision à 750 mètres apparemment. Le jeune homme est à Clermont-Ferrand, en plein centre-ville. À cheval, les copains. Allez, qui va? Qui reste ici? Qui machine? Faut qu'on soit, de toute façon, faut qu'on soit trois. Hein. Ce qu'il faut, c'est par contre qu'on voie avec un équipage bac pour qu'il se rapproche avec nous. Stéphane se précipite, mais l'interpellation est loin d'être gagnée. Car le logiciel n'indique pas une adresse précise, mais une zone plutôt vaste, 750 mètres de rayon. En résumé, le suspect est quelque part sur ce boulevard, ou dans la cinquantaine de rues qui l'entourent. C'est donc une traque stressante qui commence. Ce policier reste devant l'ordinateur pour alerter les autres si le téléphone change de place. Ça
Ouais, qui se rend. Pour essayer d'être au minimum 3 voitures dans les environs. Stéphane espère que la chasse à l'homme va bientôt prendre fin. En quelques minutes, les policiers sont sur place et passent la zone au peigne fin. Mais difficile de savoir où chercher, d'autant que le téléphone, lui, a déjà changé d'adresse. Ouais, Denis. Ouais, on a un nouveau truc là, apparemment ils sont connectés. L'adresse que j'ai, apparemment, rue du docteur Hôpital. Rue du docteur Hospital à Clermont. Tu peux situer ou pas? Putain, ça me prend. Tu peux la situer ou pas? Pour ne rien arranger aujourd'hui, le GPS est en panne. Ils n'ont qu'une carte de l'Office du tourisme dans la boîte à gants. Ouais, c'est bon. C'est bon, je l'ai sur le plan. C'est la parallèle à Blanza. C'est bon, Denis. Ça te donne un rayon de combien? 2 km, apparemment. Putain, c'est énorme. Le suspect a bougé de seulement quelques centaines de mètres. Mais voilà, cette fois, la zone de précision est encore plus vaste. 2 km de rayon. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon, bah, je pensais que c'était bon. Et puis, Denis m'a rappelé. T'imagines en 2-3 km le nombre de rues? Surtout que c'est 2-3 km de rayon. Le suspect est peut-être à quelques mètres, mais impossible de savoir où. C'était à quelle heure la dernière position, là, hospital? 18-23. 18-23, ok. Toujours à 2 km le rayon, là? Ah, il y a 2 km, oui, apparemment. Il se dirige vers la nouvelle adresse. Mais 3 minutes plus tard, le portable du suspect a encore changé de quartier. Oui? Attends, Thierry. Vas-y, Denis. Ouais, c'est Romagna sur le truc, là. Ouais, mais c'est quoi ce bordel, là? On fait 2 km, il était sur Bourg-Champ Hôpital, et là, c'est un dernier rayon de 2 km, on est presque... Ouais. T'as craqué, toi? Romagna, c'est à l'opposé? Ah ouais, chemin de la Seine, là. Chemin. Quand tu dis chemin de la Sagne, ça te donne un rayon de combien? 18 km, c'est bon. 450 mètres. Le suspect se déplace peut-être en voiture. Il vient en tout cas de traverser la ville. Les policiers en perdent leur latin. Comme quoi la technique, vraiment c'est limite. Bon, elle est sur Clermont, quoi, on va dire. Il redémarre à peine. Et là, catastrophe. Empreinte éteint, mobile coupé, voilà, tu vois. Donc, en sachant que juste avant, il y a eu 2 adresses à chaque extrémité opposée de Clermont. Donc, un coup Romagna, juste avant mobile Maurice Bourchon. Et là, donc, je te confirme, j'ai appelé un numéro masqué, comme m'a demandé Morty, et Ouais. direct sur la messagerie. Ok, ça roule, pas de soucis. Mais une alerte si jamais il rallume. Ouais, ça marche. C'est tout, là. Fais un tour en ville et puis on va certainement rentrer après. D'accord, ça marche. Ok. Ouais, plus. Plus de contact. La géolocalisation n'a pas permis de coincer les malfaiteurs. Pour Stéphane, pas question que cette affaire se termine en fiasco. Tôt ou tard, on va l'avoir, ça c'est pas le souci. Même s'il part de Clermont-Ferrand, ça n'empêchera pas qu'on va le croquer. Hein. On le saura quand même. En attendant que les suspects rallument leur téléphone portable, Stéphane n'a plus aucune piste à creuser. Et pourtant, son acharnement va lui permettre de conclure cette enquête de façon très inattendue. Le lendemain matin, il tente le coup de fil de la dernière chance. Stéphane rappelle tous les témoins qu'il a croisés au cours de son enquête. Et finalement, c'est le frère de l'agresseur présumé, rencontré la veille lors de l'interpellation ratée, qui va lui permettre de dénouer toute cette affaire. Je vous téléphone là pour avoir des nouvelles là, au sujet de votre frère. Surprise, l'agresseur présumé, en cavale depuis une semaine, D'accord, donc là il est bien rentré, il est toujours il est au domicile là? est tranquillement rentré chez lui. Son grand frère, conscient de la gravité des faits, l'a convaincu de se rendre. D'accord. Vous comptez venir à quelle heure? Il est 9h20, je compte sur vous rapidement. Ok. Bon, ben je vous dis à tout de suite alors. Au revoir. Les nouvelles? Je viens de l'avoir là, il était encore au dôme là, ils partent, ils arrivent. Parfait. On prévient l'accueil, t'as fait peut-être, moi déjà? Non, j'ai pas fait. Après avoir joué au chat et à la souris avec les policiers, l'auteur présumé de l'agression à main armée est attendu d'une minute à l'autre au commissariat.
C'est assez rare que les gens se rendent d'eux-mêmes maintenant. Ils savent ce qu'ils risquent, donc ils n'ont pas trop envie de se faire attraper. Maintenant, là, on est sur quelqu'un qui a que 17 ans, qui n'a pas beaucoup d'endroits à aller, sur Clermont ou sur toute la France. Donc plus difficile de se cacher. 1 heure plus tard, l'agresseur présumé vient d'arriver au commissariat accompagné de son grand frère. Monsieur... C'est le jeune homme en t-shirt vert. Vous venez avec moi, vous me suivez? Enlevez la casquette, ce sera mieux. Il n'a pas vraiment l'air impressionné et affirme même ne pas comprendre pourquoi la police lui court après. Vous savez pourquoi on le cherche? Aucune idée? Alors Stéphane va lui expliquer sans ménagement qu'il est accusé d'un crime passible de 10 ans de prison. Grand frère, je vous laisse attendre ici, là. Tu es avec moi? Donc, je t'informe que tu es placé en garde à vue. À partir de ce moment-là, pour un vol sous la menace d'une arme, qui a été commis le 20 juin donc, de cette année, 2012, à Clermont-Ferrand. Est-ce que tu veux un avocat? T'as rien à te reprocher? Et tu peux me dire ce que tu veux au départ, hein, même tout le long, hein, tu me diras ce que tu as envie. La garde à vue commence mal. Le jeune homme nie les faits. Stéphane a besoin qu'il parle pour mettre en cause le deuxième suspect, le commanditaire présumé de l'agression qui court toujours. Alors il va tenter de l'impressionner. Si tu as envie de nous prendre pour des cons, tu nous prends pour des cons. Nous, il n'y a pas de souci. Moi, je viens pas, tu sais, hier matin, je vais pas chez ton frère à 7 h avec, je veux dire, une section d'intervention, etc. Parce que, voilà, tu corresponds à un signalement black, 1,85 m, etc. C'est qu'on a des éléments qui nous permettent de venir te chercher. Des choses qui sont probantes. Maintenant, si tu veux juste un conseil personnel, en général, la justice est plus clémente à partir du moment qu'on assume ses conneries. À toi de voir, comme je t'ai dit, c'est ta vie. Tu vas avoir 17 ans, comme tu as dit, dans un mois. À toi de savoir si tu percutes dans ta tête, si tu raisonnes, si tu veux être intelligent ou pas. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, de toute manière, là, tu joues un bout de ta vie. Hein. Je te cache pas que les faits sont importants. Agresser une personne avec un flingue... L'audition du jeune homme sera capitale. Elle aura lieu dans quelques heures, car il a finalement demandé l'assistance d'un avocat. On va en geôle. En attendant, Stéphane espère que l'expérience qu'il va vivre le fera réfléchir. C'est là que je vous regarde ce que vous avez sur vous. Fouille de sécurité et signalisation. L'adolescent reçoit le même traitement qu'un criminel endurci. Je vais vous mesurer pour commencer. Venez. Mensuration. J'ai 1,90. Photo. Empreinte digitale. Votre main. Alors ouvrez la bouche, soulevez la langue. Empreinte ADN. Son identité complète figure désormais dans les fichiers de la police. Plus impressionnant encore, il fait son premier séjour en cellule. Cette découverte de la garde à vue amènera peut-être le jeune homme à se montrer plus bavard. En attendant, l'autre suspect, le commanditaire présumé de l'agression, est toujours en fuite. Mais malheureusement pour lui, il va commettre une petite erreur. Depuis 24 heures, les policiers ont les yeux rivés sur le logiciel de géolocalisation, avec l'espoir que le deuxième suspect rallume son portable. Quand soudain... Steph ? Ouais. Tu vois ? L'un des collègues de Stéphane va lui apprendre une bonne nouvelle. Le commanditaire présumé vient d'être repéré. Ouais. Alors, dernière info là, le là, il était sur Vichy. Vichy jusqu'à hier soir là. Et là, il va encore rester là-bas. Donc là, le portable, ça bouge pas. Ça bouge pas. Coupé, là. C'est coupé, ça bouge pas. C'est Vichy même là. Donc on va aller sur Vichy, chez l'ex-petit Lex, ami. ça va. C'est son seul point de chute. Le seul qu'on connaît, ouais. Pour la deuxième fois en 2 jours, démarrage en trombe.
Direction Vichy. Tiens la carte autoroute pour vous. Bernard, on y va? Sur l'autoroute, on risque de mettre le gyro pour pouvoir rouler à gauche. Sur l'autoroute, je mettrai le gyro. Cette fois, Stéphane en est convaincu. Le jeune homme en cavale a trouvé refuge chez son ex-femme. Et il sait sans doute que la police est à ses trousses. À mon avis, il doit avoir un peu peur sur Clermont. Le fait qu'il coupe souvent son téléphone veut dire qu'il est quand même méfiant, quoi. Alors en arrivant sur place, les policiers vont prendre beaucoup plus de précautions que la veille. C'est environ 100 mètres après, tu vois, la porte de Grange, là, sur la gauche. Ouais. Ouais, ou sinon, on passe carrément. Voilà. C'est celle-là, là, tout de suite à gauche. Là où il y a la croix, en fait. Tu vois le truc de la clé, mais là, juste à droite, t'as la porte, là. Ouais. Et d'ici, là, j'ai l'impression que la porte, elle est grande ouverte, quoi. Caché derrière cette camionnette, Stéphane improvise un dispositif en pleine rue. Ce qu'il faut, c'est trois, on va direct à la porte. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il y en ait, voilà, un qui passe à droite, un qui passe à gauche, au cas où il y ait des issues. Ah oui, ça se tire derrière, oui. Ouais. Il vaut mieux faire comme ça, oui. Comme ça, oui. Hein? Qui va à droite, qui va à gauche. Avec Bruno, nous, on va tout droit. Après, qui c'est qui va avec nous? Tu viens avec nous? À mon avis, à droite, il n'y a pas d'ouverture, plus à gauche. Ouais. Ah, la porte n'est pas ouverte. Stéphane le sait, c'est peut-être la dernière chance de mettre la main sur son fuyard. C'est bon, les gars? Bonjour. Bonjour. Service de police. Oui. On peut rentrer? C'est l'ex-femme du suspect qui ouvre la porte aux policiers. On va rentrer. On va discuter à l'intérieur. Hein? Vous, je vous demandez ce que vous voulez. Vous n'avez pas rentré, vous n'avez pas de papier pour rentrer. Ah ben si, on est en flagrant délit, vous savez ce qu'on vient de faire. Et vous C'est demandez le service quoi? de police de Clermont-Ferrand, on vient Oui. chercher. Mais il est venu chez vous déjà. Il est pas venu chez nous. Il est pas venu. Donc on va venir et puis on va voir avec lui. À ce moment-là, je l'appelle, je lui demande. On va rentrer, on va vous suivre. Il est là, on sait qu'il est Oui, oui, non, mais je sais qu'il est là, il n'y a pas de souci. Là, il est venu, mais je vais le demander. On va vous suivre. Tu peux descendre? Mais il n'y a pas ça, il ne peut pas s'en aller. Vous n'avez pas descendre, vous n'avez pas de papier pour rentrer. Ah si, non mais on est en flagrant délit, madame, donc on n'a Mais pas besoin. demandé de quoi? Parce que vous n'avez pas demandé. On vient. Là, puisqu'il paraît que t'es pas passé, il voulait te voir. Voilà. Impossible d'entrer, mais le jeune homme recherché finit par faire son apparition. Tu vas. Voilà. Vous venez. Moi, c'est que je ne cherche pas. Oui, oui, vous avez rien de particulier sur vous. Mais il faut pas. Je vous notifie vos droits là. Vous êtes passé en garde à vue pour vol sous la menace d'une arme. Vol sous la menace d'une arme? Exactement. L'homme au physique impressionnant crie d'emblée son innocence. Et contre lui, Stéphane n'a pas grand-chose. Seulement ses communications téléphoniques avec l'agresseur présumé. Il veut donc fouiller la maison pour dénicher des éléments compromettants. Vous avez des affaires, vous avez quelque chose? Vous avez des affaires, vous avez quelque chose ici? Non. Le policier veut bien sûr vérifier. Mais l'ex-femme refuse de le laisser entrer pour ne pas effrayer son enfant. Je vous explique. Je veux bien que les enfants n'assistent pas à la chose. Mais par contre, il va falloir qu'on fasse un petit peu les choses carrées. Si on vient ici, c'est les services de police, c'est pas pour rien du tout, madame. D'accord? Les faits sont aussi graves, donc maintenant, il va falloir faire les choses intelligemment. Pour que Stéphane puisse négocier plus tranquillement, ses collègues embarquent le suspect. L'ex-femme accepte finalement d'isoler son enfant dans une pièce et laisse entrer les policiers. La perquisition peut enfin commencer. Stéphane aimerait retrouver la carte bancaire ou d'autres affaires volées à la victime. Alors avec son collègue, il inspecte minutieusement la maison. Dans le haut du placard, je mets des affaires à lui. Bon, en général, c'est moi qui les mets, celle-là. Mais bon.
Mais le suspect n'habite pas là et rien d'intéressant dans les quelques affaires qu'il a laissées sur place. Stéphane sait qu'il n'a plus qu'une solution, obtenir des aveux complets. Parce que je vais avoir affaire vraiment à une grosse tête de con par contre. On sera deux, hein, s'il y a besoin. Ouais, non, mais bon, ce que je veux dire, c'est que je le sais depuis le début, lui, il va falloir le coincer, il va falloir lui mettre vraiment tous les trucs, tu vois, il va falloir le coincer et puis lui tirer les verres du nez, quoi, parce que sinon, il va pas lâcher le morceau comme ça, hein, ça c'est clair. Hein. Je pense qu'en audition, là, ça va être marrant. Là. Le grand gaillard est déjà connu pour des violences. Il a 27 ans et ne se laissera sans doute pas impressionner par la garde à vue. Il a rejoint son complice présumé en cellule, mais contrairement à l'adolescent, il ne semble pas vraiment inquiet. Au bout de quelques minutes, il dort déjà à point fermé. On va les mettre devant. Stéphane sait qu'obtenir des aveux est ce qu'il y a de plus difficile pour un enquêteur. Tout de suite. Alors, dès le premier échange, dans l'ascenseur, il établit les règles du jeu. Hop, ici. Pas. Voilà. À savoir que si vous venez pas au fait et à la réalité, ben après, moi, je vous sortirai les preuves que j'ai. Ok, d'accord. Qui sont accablantes. Voilà. Si vous voulez gagner du temps, je vous conseille de dire la vérité rapidement. La technique d'intimidation va-t-elle porter ses fruits? Pas si sûr. Le jeune homme a demandé l'assistance d'une avocate et comme Stéphane le craignait... Vous reconnaissez les faits ou pas? Il nie tout en bloc. Le lycéen, il dit le connaître à peine, même si les nombreux échanges de coups de fil répertoriés dans les fadettes semblent démontrer le contraire. Dans les questions très importantes, si je vous parle de... ça vous dit quelque chose? J'ai une connaissance comme ça dans la rue parce que j'ai des amis qui... On va dire que j'ai des amis que je connais qui le connaissent. Moi, c'est déjà une ou deux fois. Sinon, c'est pas une fréquentation. C'est une personne que vous avez croisée avec d'autres amis une ou deux fois? Une ou deux fois, je suis pas clairement fait. Et pourquoi vous l'avez appelé alors à de multiples reprises, le 19 par exemple, alors que vous le connaissez à peine? Vous pouvez m'expliquer? Je l'ai appelé, je sais pas pourquoi. Ah ouais, d'accord. Pour quelqu'un que vous connaissez à peine, vous l'appelez de multiples fois. Le suspect s'enfonce, mais ne craque pas. Même lorsqu'il apprend qu'un témoin l'a vu sur place le jour de l'agression. Ce jour-là, il y a une dame qui habite à côté, qui vous a vu, vous, entre 6h30 et 6h45, environ 5-10 minutes avant l'agression. Et vous étiez exactement à côté du transformateur, à proximité donc du portail. Oui, vous. Qu'est-ce que vous avez à me dire de ça? Je crois pas que c'est moi. Je suis sûr et certain que c'est pas moi. Je sais pas qui est-ce qu'ils ont vu, mais c'est pas moi. Je suis sûr et certain que c'est pas moi. Comme prévu, l'audition s'annonce compliquée. Alors Stéphane compte sur ses collègues pour débloquer la situation. L'un d'entre eux va maintenant entendre le lycéen, l'agresseur présumé. Ce matin, il niait les faits, mais il vient de s'entretenir une demi-heure avec son avocate. Il est plus fragile, n'a que 17 ans et finira peut-être par craquer. Comme la loi le prévoit pour les mineurs, son audition sera filmée. Alors, t'as bien compris pourquoi tu es placé en garde à vue, aujourd'hui? Pour des faits de vol sous menace d'une arme, c'est ce qui t'est reproché. Donc, mon collègue a déjà expliqué aussi, tu as le droit de répondre à nos questions, de t'expliquer ou de te taire. Tu décides de quoi? De m'expliquer? Le jeune homme décide de coopérer. Son avocate lui a sans doute expliqué qu'il ne risque pas grand-chose. Il est mineur et a tout intérêt à dire la vérité pour obtenir la clémence du tribunal. Voici donc sa version des faits. Que se passe-t-il ce mercredi matin 20 juin? On a 2 semaines qu'un mec que je connaissais, il me prenait la tête, je
j'avais battu son ex. Et moi je lui ai dit c'est non, tu vois. Mais après, il dit ça pendant toute la soirée, j'ai relu. Et sous l'emprise de l'alcool, je l'ai fait sans réfléchir. Et ensuite, il est arrivé. J'ai sorti mon pistolet. Et je lui ai pris son sac. Le jeune homme aurait donc bien été missionné par l'ancien petit ami pour braquer la victime. Mais quel est donc le mobile de cette agression? Qu'est-ce qu'il veut lui faire exactement? En t'envoyant toi, on va dire au feu, pour faire ce que lui ne fait pas lui-même, en lui disant toi. Qu'est-ce qu'il veut? Il voulait la faire peur et prendre son argent. Dans le bureau d'à côté, Stéphane est immédiatement prévenu de ce rebondissement. Ok. À plus. Ciao. Je vous informe. Que il dit qu'il était avec vous. C'est pas une fréquentation, je le fréquente pas. Je le connais. Et non seulement il était avec vous à ce moment-là, mais en plus il était avec vous toute la nuit. Ah. C'est un menteur, là. Ok, oui. Et vous, vous dites la vérité, c'est ça? Oui. Moi, je suis sûr, certainement, je le connais pas. Il va falloir m'expliquer pourquoi il me raconte tout un saut de conneries. Parce que je suis pas rentré dans les détails encore, mais il en raconte des choses. Hein. Parce que il a même pas 17 ans, là. Et même pas 17 ans, il flippe. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir réagir. Donc, parenthèse terminée. On va reprendre l'audition. Maintenant, je vous ai dit, c'est pas ma vie qu'on joue là, c'est la vôtre. Le grand gaillard résiste encore un peu, puis il interroge son avocate du regard. Et finalement... Non, mais par contre, je peux mentionner comme quoi, voilà, vous avez réfléchi et que vous voulez revenir sur vos déclarations. Allez-y, je déroule tout ce que vous voulez me dire. Ce matin-là, j'étais bien de je lui ai demandé de faire peur à mademoiselle. Il y a une question essentielle et que là, que vous seul, de toute manière, vous pouvez répondre. Pourquoi avoir prévu cela? Pourquoi avoir prévu cela? Pourquoi faire cela? Pourquoi faire cela? Parce que je sais que... Le jeune homme est au bord des larmes. Il aurait organisé ce guet-apens tout simplement par dépit amoureux. Car en plus de le quitter, la jeune étudiante aurait jeté ses affaires. Parce que j'ai perdu mes affaires, c'est juste pour ça. Parce que vous avez perdu vos affaires ou parce que vous l'aimez? Parce que vous avez quoi? L'amour, la haine, c'est ça? C'est un peu bizarre là ce que vous avez à l'intérieur. Ressortez-le, expliquez-le nous. Puisqu'en fait, le juge, c'est ce qu'il veut savoir. Est-ce que vous avez fait ça parce que réellement vous êtes quelqu'un de méchant? Non, je suis pas quelqu'un de méchant. Ou parce que justement, voilà, le but du jeu c'est de savoir. Il n'y a que vous qui pouvez mettre des mots sur ce que vous ressentez. Moi, je peux pas le savoir, ça. De la souffrance. Je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. On m'a fait beaucoup. Trop de coups. Tout au début que j'étais avec elle, elle m'a déchiré mes vêtements. J'ai des cicatrices. Elle m'a coupé la main. C'est ça. J'ai un homme que j'ai pas d'orteil, c'est à cause d'elle. Une simple querelle d'amoureux, qui a donc mobilisé les plus hautes technologies de la police et monopolisé tout un service pendant une semaine. Alors Stéphane n'a pas l'intention de se laisser attendrir. Il veut savoir qui a eu l'idée d'utiliser une arme à feu. La préméditation est une circonstance aggravante. Vous lui avez dit, il faut faire peur à... Comment vous lui avez expliqué? Vous lui avez expliqué comment? C'est-à-dire l'attraper par les cheveux? Vous lui avez demandé
Voilà. Dit, de faire. Il m'a dit que la banque à gold, je lui ai dit, bon, mais tant qu'à gold, c'est bien, tu le fais faire comme si tu vas la braquer, mais tu me la braques. Je lui ai dit, je ne fais rien, il ne faut rien lui faire, il ne faut pas la toucher, je lui ai dit ça. D'accord. Il n'a pas la toucher. Donc vous me dites. Juste pour lui faire peur, juste pour lui. Vous me dites comme si c'était pour la braquer, mais tu la braques pas. C'est-à-dire que vous saviez qu'il avait une arme ou pas? Non, je ne savais pas qu'il avait une arme. Il va pas. En plus, il sait que vous l'aimez, etc., que vous l'avez dans la peau. Il va pas prendre le risque de sortir une arme tout seul de sa propre initiative. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne savais pas qu'il avait fait. Donc si je le savais, je ne l'aurais même pas laissé le faire. Je ne l'aurais même pas laissé le faire, ça. Qui a eu l'idée d'utiliser une arme à feu? Le commanditaire et l'agresseur présumé se renvoient la balle. C'est maintenant à la justice de trancher. Ils ont en tout cas reconnu les faits. La victime convoquée pour les identifier n'aura même pas besoin de le faire. Abasourdie, elle n'aurait jamais imaginé que ce petit ami éconduit puisse organiser un tel guet-apens. Ces menaces, il m'envoyait des textos, il m'appelait, laissait des messages, comme ça. Mais de là utiliser quelqu'un, non. Ça, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, après, je pense que je serai aussi beaucoup plus prudente. Voilà, la prochaine fois que j'aurai quelqu'un, quoi, on va dire. Stéphane, lui, boucle son enquête, épuisé par le stress et sa chasse à l'homme. Ouais, c'est la fin d'une grosse semaine, on va dire. Maintenant, en plus, on a les aveux, il y a un instigateur, l'autre qui procède à l'agression. Voilà, c'est impeccable. Maintenant, Dodo, par contre, tu vois, j'ai même pas bouffé et j'ai même pas faim. Jugé en comparution immédiate le lendemain matin, l'ex-petit ami a été condamné à 5 mois de prison, dont 3 mois fermes, et immédiatement incarcéré. Le plus jeune, l'agresseur présumé, a été présenté au procureur puis relâché. Il comparaîtra dans quelques semaines devant un juge pour enfants.